Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mathieu. Il y a quelques jours, j'ai reçu la nouvelle Creality CR10S Pro. Je l'avais mis sur les réseaux sociaux et vous avez été beaucoup à me demander ce que j'en pensais, ce qu'il y avait dans le paquet, et puis comment ça se montait et comment elle était équipée. C'est vrai que Creality est pas très au point sur la communication, qu'il y a pas mal de manques dans les fiches qu'ils proposent sur les sites de vente. Donc on va voir point par point ce qu'il y a dans cette machine, pourquoi elle est bien et pourquoi je compte la conserver et éventuellement remplacer ma CR10 par cette version Pro. Pour le montage, en fait, Creality a fait quelque chose d'encore plus simple que sur la CR10 normale, ou même la CR10S, puisqu'on n'a pas de boîtier en fait déporté. Là, tout va se jouer uniquement avec 4 vis, donc 2 vis par montant. On va venir mettre la potence sur la base, et puis venir fixer des vis par le dessous. Il y en a 2 de chaque côté. Après, pour finaliser le montage, on va juste avoir à mettre le porte-bobine sur le haut de la structure. On va faire le branchement des câbles. Au lieu d'en avoir pareil une petite dizaine sur la CR10 normale, ici on a uniquement les 2 moteurs de Z et la grosse nappe qui relie en fait toute la partie haute, toute la partie tête d'impression sur un seul câble, donc la grosse nappe sur le côté. À partir de là, on peut brancher l'imprimante et la lancer. Donc, tout d'abord, on va voir la liste des accessoires qui sont fournis avec cette CR10S Pro. On a une notice qui prend la forme d'un livret en couleur avec plusieurs feuillets. Tout est bien décrit, que ce soit l'assemblage ou les premiers réglages, notamment celui du leveling automatique. Ensuite, on a un câble USB, un câble d'alimentation, les petites clés Allen traditionnelles, la spatule pour décoller les prints une fois l'impression terminée, un petit lecteur flash pour la carte micro SD qui est fournie. Bon, là, la carte est déjà dans la machine. La pince coupante qu'on retrouve tout le temps chez Creality. Ça, c'est intéressant, c'est un second tube PTFE Capricorne. Donc on n'aura pas besoin forcément d'en racheter un tout de suite si le premier commence à être abîmé. Ensuite, on a l'aiguille pour déboucher la buse qu'on retrouve toujours chez Creality également. Un petit pneu fit en M10. Avec ça, quelque chose d'intéressant aussi, c'est des petits circlips qui viendront bloquer en fait le pneu fit. Les clés plates qui vont servir à démonter la buse et puis à régler les excentriques. Chose intéressante, c'est la nouvelle buse qui est équipée sur cette CR10S Pro. Donc c'est un format assez étrange en fait. Creality a repris la tête de type MK10, donc très large, tout en conservant une queue en M6. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir la remplacer par une buse MK8 traditionnelle ou même éventuellement les buses de 3D V6. Donc ensuite, on a des accessoires qui sont liés au réglage de la potence. Donc une petite cale métallique qui va servir à faire le positionnement de la buse par rapport au plateau pour ensuite faire le réglage du palpeur. Ensuite, on a une cale en acrylique qui sert à s'assurer que le côté gauche et droit de la potence sont bien au même niveau, c'est-à-dire à 10 cm tout pile. Et puis un petit tournevis plat qui va servir à ajuster le palpeur inductif. Donc alors pour commencer, ça se voit tout de suite, c'est un nouveau form factor par rapport à la CR10 et la CR10S. On est sur un châssis tout intégré, donc il n'y a pas de boîtier déporté. Tout ce que vous voyez à l'écran là, c'est la machine complète. Il y a juste peut-être la bobine qui passe pas dans le cadre, mais sinon la bobine est comme sur la Ender 3 pour ceux qui connaissent, elle est située sur le dessus. On pourra la mettre où on veut, hein. Moi je compte la mettre comme derrière sur la Tevo, au mur carrément. Mais toute l'électronique est directement dans la nouvelle base qui est en acier, qui est assez lourde, avec un écran tactile à l'avant. Donc ça déjà, c'est le nouveau gros point qui différencie la CR10S Pro du reste des machines. C'est pas nouveau, Creality l'avait déjà fait sur la CRX. C'était déjà plutôt pas mal, ça m'avait déjà convaincu parce que c'était beaucoup plus rigide que le châssis de base de la CR10. Il y a moins de wobble, tout ça, bon, on en reparlera un peu plus tard. Mais concrètement, on va dire déjà sur la form factor, c'est plutôt pas mal parce que ça évite aussi d'avoir plein de câbles qui traînent partout, d'avoir un boîtier à bouger. C'est un peu le bordel, on va dire, hein. Clairement, avec la CR10, c'est pas facile d'avoir un boîtier séparé du reste de la machine. Là, tout est là, je la prends par-dessus, je l'embarque avec moi si je veux. Bon, elle pèse 15 kg, mais c'est pas grave. Le seul câble qu'on a, voilà, c'est cette nappe, c'est ce ruban qui est assez large. Bon, je sais pas si on pourra faire mieux de toute façon, hein, à moins de passer sur une hypercube.
Là, va falloir faire avec ça. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Bon, pour ce qui est commun avec la CR10 S, en tout cas, on a le double Z qu'on retrouve ici, qui n'a pas changé. Un détecteur de fin de filament. Toujours le plateau chauffant. On a la tête qui est légèrement différente, mais qui est très inspirée de ce qui se fait sur CR10 et CR10S. Et là, le double Z, donc là on a 2 tiges à l'arrière avec 2 moteurs. Bon, là encore une fois, on aurait préféré ce que Creality avait prévu sur la CRX, c'est-à-dire un seul moteur et une synchronisation avec une poulie par le dessus et une courroie. Ils l'ont toujours pas fait. Bon, dans les faits, sur la CRX, j'ai pas noté de décalage, donc on va dire que c'est pas forcément gênant en soi. Et puis, de toute façon, il y en a qui auraient préféré avoir 2 moteurs, donc au pire, le montage avec la courroie, il est sur Thingiverse, si vous voulez le faire, vous le faites, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et c'est à peu près tout en fait, parce que Creality a fait beaucoup de modifications sur cette machine pour la différencier de la CR10S standard, on va dire. Bon, on a toujours un volume d'impression de 30 par 30 par 40 cm. Ça, c'est toujours là, il n'y a pas de problème. On est toujours sur du Marlin. Le problème, c'est que c'est un firmware là qui est bloqué. On ne peut rien en faire. Techniquement, on ne peut pas le déverrouiller. Alors, il y a des hacks qui sont en cours sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui se lancent là-dedans. C'est pas parfait. Pour l'instant, il faut changer l'écran. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très compliquées. Bon, il faut composer avec ça. Ça va venir avec le temps, je pense. Il faut juste attendre que Creality veuille bien livrer son code source en fait. Pour les nouveautés de ces CR10S Pro, vous l'aurez sans doute remarqué, la tête est beaucoup plus grosse. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, on a un nouveau ventilateur qui va venir souffler sur les pièces, c'est un 40-20, c'est plus un 40-10 en radial. Donc ça souffle beaucoup plus fort, il est même un peu plus bruyant que celui de la CR10 et il est livré directement avec un petit fang. Je pense pas qu'il y aura besoin de modifier ça parce que c'est a priori plutôt pas mal dans l'absolu. C'est aussi plus gros parce que de ce côté-ci, on a un palpeur inductif. Donc ça, c'est un palpeur qui va faire le nivelage automatique du lit. En fait, ça va prendre plusieurs points, 16 au total. Et puis ça va calculer la distance estimée par rapport à un réglage qu'on a fait au départ. Et ça va corriger tous les défauts du lit. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, honnêtement, je suis pas fan de ce système-là. Bon, n'empêche qu'il y a quand même les roulettes. Hein. Il faut quand même régler son lit au départ pour qu'il soit bien plat. Moi, j'aurais préféré quelque chose de plus simple, c'est-à-dire rien du tout en fait. Ou alors carrément même plutôt un BL Touch. Parce que ça, on ne sait pas trop comment ça va réagir avec le temps, avec la chaleur. Ça peut poser des problèmes. Donc on verra bien. Là pour l'instant j'ai pas eu de problème. Le réglage c'est plutôt simple. Par contre comparé à un BL Touch, c'est vraiment simple parce que tout ne passe pas par l'ordinateur. Vous savez avec un BL Touch on est obligé de passer par Printerface ou bien par un Octoprint où on est obligé de brancher S3D ou Cura directement pour atteindre les commandes de la machine et puis faire son offset, donc calculer la distance entre la buse, enfin la distance qui sépare exactement la pointe du palpeur et la buse pour qu'il calcule l'écart et ensuite arriver à trouver automatiquement la bonne hauteur. Ici, tout se fait directement par le panneau de commande en fait. On fait directement tout ça depuis la machine. Il n'y a pas besoin de brancher la machine sur un PC ou autre. Il n'y a rien du tout à faire de ce niveau. On fait des réglages directement sur l'écran et puis on vient corriger même directement avec une petite vis. Là, il y a une petite diode qui s'allume quand il détecte la hauteur qui va bien et on corrige comme ça. Donc c'est plutôt un bon point à ce niveau pour le réglage, c'est moins laborieux que sur un BL Touch. Parmi les autres nouveautés au niveau de la tête, vous aurez peut-être remarqué, il y a aussi un nouveau PTFE qui est bleu, c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est du Capricorn, c'est du PTFE américain qui est importé directement. Et l'avantage de ce Capricorn, de ce PTFE, c'est que le diamètre interne est vraiment plus précis et que dedans, dans la matière, carrément, il y a divers lubrifiants qui vont permettre une meilleure glisse du filament. Bon, ça, dans les faits, je pense pas que ça change énormément au niveau de la qualité du print. D'autant qu'ils ont ajouté autre chose qui, à mon sens, a beaucoup plus d'intérêt. C'est au niveau de l'extrudeur. On a un extrudeur à double entraînement maintenant. Donc concrètement, au lieu d'avoir un seul petit engrenage, on en a deux. Ils sont différents. C'est quasiment les mêmes qu'il y a dans les extrudeurs de type Bondtech. Donc c'est plutôt performant. Il nous manque juste en fait le coefficient de multiplication, donc on n'a pas de ratio 3 pour 1, mais c'est déjà largement suffisant. C'est vraiment une très très grosse amélioration à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de problème de sous-extrusion. Quand on va avoir un petit bouchon, en fait ça va tellement pousser que ça va bien dégager toutes les petites merdouilles qu'on peut avoir dans la buse.
Là-dessus, c'est vraiment un bon point. Autre petite amélioration, vraiment petite, le détecteur de fin de filament, je vous le montrerai en photo, ce sera peut-être plus évident. C'est plus un petit bout de plastique comme ça à brancher n'importe comment ou à coincer. Là, il est carrément en alu anodisé, rouge, et il est vissé. Il a quatre petits supports et on vient directement le visser. Donc il est pile poil dans l'alignement de l'extrudeur. Il n'y a pas de raison que ça bouge, il n'y a pas de raison qu'il tombe ou autre. Donc ça, c'est aussi un bon point. Pour les améliorations au niveau de la partie haute, voilà ce qu'on peut en dire. Autre chose que je n'ai pas mentionné encore sur les modifications qui ont été apportées à cette machine par Creality, c'est que la tête est légèrement différente. Là encore, je vais vous montrer des photos, ce sera peut-être plus parlant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la tête MK8 rectangulaire, comme on peut l'avoir sur la CR10, qui a tendance un petit peu à avoir du mal dès qu'on dépasse les 240 degrés avec le PTFE, comme c'est pas un heat break full metal, le PTFE souffre un petit peu en fait dès qu'on dépasse les 240-250 degrés sur des périodes trop longues. Il arrive qu'on assiste à la formation de bouchons. Ici en fait ils ont repris plutôt une forme cylindrique, un petit peu comme sur les têtes E3 des V6, qui fait qu'en fait la ventilation est beaucoup plus efficace. Avec un même volume d'air, avec une même pression statique, on a un refroidissement qui est beaucoup plus efficace parce qu'on a aussi beaucoup plus d'ailettes. Donc c'est pas encore le même modèle que sur la CRX qui avait déjà été modifié pour l'occasion. Le refroidissement de la tête est beaucoup plus efficace. Ça va être difficile de juger si c'est vraiment ce nouveau design qui est plus efficace que l'ancien, parce qu'il faudrait que je modifie un peu la machine, parce qu'en fait, j'ai oublié de le mentionner sûrement, mais sur le Capricorne, l'avantage de ce tube, c'est aussi qu'il résiste à des plus grandes températures, donc il va se déformer à des températures beaucoup plus élevées. Avec ce type de PTFE, on va pouvoir quand même imprimer de l'ABS, du PETG, et puis peut-être même au-delà, peut-être même du nylon, je ne suis pas sûr, mais peut-être, c'est quelque chose qu'il faudra tester. Pour les améliorations qu'on ne voit pas directement, elles se situent dans le boîtier. Donc dans le boîtier, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une nouvelle alimentation qui est de marque, donc c'est Meanwell. Alors je ne sais même pas pourquoi Creality a précisé ça, sachant que dans ma première CR10, moi j'avais déjà une alimentation Meanwell. Tout maintenant tourne en 24 volts, donc c'est-à-dire comme depuis la CR20, si je ne me plante pas, ou en tout cas depuis la Ender et la CRX, tout tourne en 24 volts. Plateau chauffant compris, donc il y avait des rumeurs parce qu'ils ne précisaient pas, ils disaient juste que le plateau chauffait vachement plus vite et tout. Bon, le plateau c'est pas du 220 volts, c'est du 24 volts. Mais concrètement ça permet d'atteindre 100 degrés en même pas 5 minutes, alors que sur la CR10, moi personnellement j'y arrive même pas, je suis bloqué à 90 degrés. Donc après il faut mettre en caisson, il faut commencer à isoler, rajouter des pièces, tout ça, ou même augmenter le voltage. C'est un petit peu fastidieux. Ici il n'y a pas de problème, en 5 minutes on est à 100 degrés, on peut print son ABS, on print ce qu'on veut, voilà. L'autre amélioration qui est vraiment très intéressante, c'est la nouvelle carte mère. En fait, c'est une carte mère, c'est toujours la carte mère propriétaire de Creality, c'est-à-dire une Melzi, sauf que c'est la version 2.4. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte notamment l'intégration directe des TMC 2208. Ce sont des drivers qui pilotent les moteurs. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport aux drivers d'origine de la CR10? C'est qu'ils ont un fonctionnement beaucoup plus silencieux, c'est-à-dire qu'on ne va même plus entendre les moteurs. Donc le petit bruit de R2D2 là, des moteurs, les moteurs qui chantent, donc on ne veut pas être trop méchant, on les entend plus du tout. La seule chose que vous allez entendre avec cette imprimante pendant qu'elle imprime, ce sera plus du tout les déplacements du chariot, du plateau, des axes, de tout ça, ça va être uniquement les ventilateurs. Voilà, à savoir qu'il y a 3 ventilateurs dans la base, il y en a un dans la lime et 2 dans la base elle-même, un pour expulser la chaleur, l'autre pour refroidir la carte mère. On peut les changer, honnêtement, parce qu'ils sont peut-être un peu bruyants. Il me semble que ce sont les mêmes que sur la tête, ce sont des 40-20. C'est pas forcément les plus silencieux. On peut se débrouiller pour en trouver des meilleurs, en tout cas. Ce sera pas obligatoire, mais bon, quitte à avoir une imprimante qui fait déjà plus de bruit au niveau des moteurs, c'est peut-être intéressant de se pencher sur la question des ventilateurs. Et sur la carte, alors ils nous ont fait comme sur la version 2.1 quand elle est sortie, il y a la place pour brancher un deuxième extrudeur, seulement le driver n'est pas soudé. Donc il n'est pas impossible que dans un avenir proche, Creality ne nous propose pas une CRX Pro ou une CR10S dual extrusion. Sinon, l'imprimante, malheureusement, elle n'est pas livrée avec un plateau en verre. Alors bon, malheureusement oui et non, puisque bon, vous le savez peut-être, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le groupe, bon, le plateau en verre de base livré avec Creality n'est pas franchement de bonne qualité. Il est souvent bombé, donc les gens se retrouvent en fait à l'échanger contre un simple miroir.
À la place, en fait, il nous livre, là, c'est carrément une plaque alu. Donc on a la partie alu avec la partie chauffante, plus par-dessus, à la place de la plaque en verre, c'est une plaque en alu de 2 mm avec un build tack qui est collé dessus. Alors moi, au départ, je pensais que ça allait être un plateau en verre, ou alors à la rigueur même un build tack magnétique. C'est un build tack qui est collé. Bon, il est assez dur, il n'est pas trop granuleux, il s'abîme pas comme ça avec la spatule. Mais bon, personnellement, je suis pas fan des build tack. Pour moi, c'est du consommable, c'est un nid à problème. Ça s'abîme, surtout en plus si le réglage est mauvais sur le palper, la buse va venir cramer, ça fait des trous et puis après bah, ça pourrit les prints. Si on veut imprimer au-delà de 100 degrés, ça pose encore problème parce que ça peut se décoller, ça peut faire des bulles. Donc le build tack, c'est pas forcément la meilleure solution. Maintenant, ça a l'avantage de conserver le print en place. Quand on a une coupure de courant par exemple, on peut reprendre l'impression sur une CR10S. Le problème, c'est que si on est sur une plaque en verre et que l'impression s'est coupée pendant trop longtemps, le print, en fait, il se décolle tout seul. Ceux qui ont en ultra base, un miroir ou même qui utilisent la plaque en verre de base, le voient très bien. Dès qu'on redescend entre 20 et 30 degrés au niveau du verre, ça se décolle tout seul. Il y a un craquement, la pièce se décolle, et même si on veut reprendre, en fait, la tête va faire bouger la pièce et on ne pourra plus reprendre l'impression. Là, avec le build tack, par contre, c'est possible, parce que c'est même parfois très compliqué de détacher les pièces. C'est pour ça que j'aime pas non plus, parce que c'est un coup abîmer les pièces, et puis la surface de la première couche, moi, me plaît pas beaucoup. Donc je vais voir, il faut que je fasse des tests pour voir si avec un miroir, j'ai vu auprès d'autres utilisateurs qu'on peut quand même mettre un miroir, avec le palper, ça fonctionne quand même. Donc je testerai et puis bah, je vous dirai ce que j'en pense. Cette CR10S Pro, en fait, elle regroupe un petit peu tout ce que les utilisateurs ont demandé au fil du temps à Creality, c'est-à-dire bah, les nouvelles roues pour éviter d'avoir les imprimés, la protection du câble d'alimentation du lit, le Dual Z qui est mieux synchronisé, le détecteur de fin de filament, la reprise après coupure, un écran tactile, les TMC 2208, un meilleur extrudeur. Alors vous étiez pas mal sur les réseaux sociaux en fait, à l'annonce de la CR10S Pro et surtout son prix quand elle est apparue à 600 ou 700 euros, à dire oui c'est super cher. Bon à cette heure-ci elle est plus à ce prix là, déjà elle est à 500, un petit peu plus de 500 euros. Si vous prenez une CR10S dans l'optique de monter des TMC 2208 pour que ce soit silencieux, donc vous allez acheter une carte MKS GNL, les drivers, vous allez tout brancher, éventuellement vous allez pouvoir vous monter un boîtier de type standalone pour avoir à peu près cette forme et puis avoir le boîtier déporté. Vous allez acheter un Bondtech, alors un vrai ou une copie, peu importe. Vous allez acheter un Capricorn, vous allez faire une modification de la tête, donc vous allez acheter des ventilateurs. À la fin, vous aurez dans tous les cas une machine qui ne tourne pas en 24 volts, parce que ça c'est réglé par l'alimentation. Vous aurez quand même votre alimentation 12 volts. Même si la carte mère peut gérer directement le 12 ou le 24 volts sur la MKS, vous n'aurez déjà pas le 24 volts sur le lit. Et puis même, de toute façon, si vous arrivez à sortir du 24 volts, il faudra changer le lit aussi. Donc ça, c'est un coût que je ne prends même pas en compte dans les calculs. Si on fait tout ça, vous achetez même un écran tactile, pour aller jusqu'au bout du truc, il y a deux choses que vous n'aurez pas. Donc déjà le 24 volts, et puis en plus, la structure. Cette structure, elle apporte vraiment un gros plus. J'insiste bien là-dessus parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais quand on sort la base, on se dit d'accord, ok, j'ai compris, c'est de la tôle de 2 mm, c'est plié, c'est vraiment solide, ça bouge pas d'un poil. Voilà, donc je pense pas qu'on soit rentable aujourd'hui à acheter une CR10S, à faire toutes les modifications soi-même. Alors, bien sûr, on pourrait peut-être gratter un petit peu en revendant les composants qu'on a échangés par exemple. Mais on n'arrivera jamais à ce niveau, au niveau de cette machine-là, en fait, tout simplement. Donc moi, je pense que c'est pas un bon calcul de prendre une CR10S aujourd'hui et de la modifier pour essayer d'en faire une semi-CR10S Pro. C'est pour ça qu'elle est d'autant plus intéressante, cette machine, c'est que vraiment, il n'y a pas grand-chose à modifier au final. Moi, je vais la garder, je ne vais pas modifier grand-chose, c'est-à-dire que je vais juste changer quelques ventilateurs, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Je vais peut-être, comme je vous dis, soit mettre un miroir, soit mettre une plaque en verre, parce que j'aime pas les build tack, mais ça c'est un goût, c'est personnel, complètement, c'est absolument pas obligatoire. Ça fonctionne très bien avec le build tack. De toute façon, je vais faire tous mes tests avec le build tack, tout d'origine. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon investissement si on est parti sur la Creality idéale, on va dire. En tout cas, celle que tout le monde fait aujourd'hui, parce qu'on tend tous à faire les mêmes modifications en fait sur les machines.
Et on arrive à peu près à ça, mais on est, à mon sens, encore un petit peu en dessous. Alors évidemment, on pourra avoir un petit peu mieux, notamment au niveau de l'extrudeur, parce que bon, on n'a pas le coefficient multiplicateur, mais bon, pour tout le reste, on va être légèrement au-dessus de toute façon avec cette machine. Par contre, je ne peux pas non plus passer sous silence des petits problèmes que j'ai déjà vus avec la machine. C'est pas forcément tous des problèmes, en tout cas moi c'est des petits points qui me dérangent un peu. Donc déjà, le premier, il se situe au niveau du détecteur de fin de filament. Alors il fonctionne bien, c'est pas le problème. Son souci en fait, c'est que par rapport à l'orientation de la bobine, c'est un peu comme ceux qui ont une ender, ou en tout cas généralement ceux qui mettent la bobine sur le haut de la structure, l'angle en fait du filament quand il entre est pas optimal. Ce qui fait qu'en fait pendant l'extrusion, le filament va s'abîmer à l'entrée et on va avoir pas mal de poussière de filament, on va avoir des copeaux. Ça aurait pu être limité très simplement si Creality avait fait comme sur la CRX, c'est-à-dire qu'ils ont fait un trou de 4 mm, ils ont mis un tout petit bout de 2-3 cm de PTFE qui dépassait, et puis il n'y avait pas de problème. Là, ça abîme le filament. Sur Render, le souci, c'est que ça tire un petit peu sur le plastique, puisqu'on arrive directement sur l'extrudeur, et que ça casse carrément le levier en plastique. Toujours sur le détecteur de fin de filament, quand on veut passer son filament, il n'y a pas de problème à entrer. Le problème, il se situe au niveau de la sortie, parce que Creality n'a rien fait, c'est-à-dire qu'ils ont laissé un trou de 2 mm, sachant qu'on n'arrive jamais pile poil en face. Donc pour sortir du détecteur de fin de filament, pour arriver jusqu'à l'extrudeur, c'est une corvée. Honnêtement, c'est vraiment une corvée, et ils n'ont pas fait de capot sur le dessus qui permettrait d'aller le pousser avec une clé, avec quoi on est obligé de tout démonter si on veut les bidouiller, ou alors d'essayer de tordre son filament, de le faire chauffer un petit peu dans ses mains pour qu'il soit bien droit, pour essayer de l'enfiler bien droit. Même en essayant de le tailler en biseau ou quoi, ça pose toujours problème, donc ça c'est assez pénible à la longue. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de voir sur une machine comme ça, c'est dommage. Bon voilà, je pense que moi le problème va être résolu simplement, je vais chanfreiner en fait la sortie de l'intérieur, et puis comme ça le filament sera guidé, il pourra mieux sortir. L'autre petit reproche, bon bah c'est toujours le choix de Creality de nous proposer un Dual Z avec 2 moteurs. C'est quelque chose qui ne se comprend pas, parce que selon les versions, selon le voltage qu'on va appliquer au moteur, sur les drivers, on va avoir des désynchros, donc on va se retrouver au bout de 3-4 prints à avoir 2 ou 3, voire 4 mm plus haut d'un côté que de l'autre. Donc pour corriger le problème, Creality nous propose ça. Donc c'est simplement une cale en acrylique, bon il y a du scotch dessus, on la pose comme ça, on baisse sa potence, et puis on la met pile poil comme il faut. On fait pareil de l'autre côté, puis on vérifie qu'on est bien à 10 cm. Bon, c'est vraiment, ça ressemble plus à du bricolage qu'à autre chose. Bon après, dans les faits, j'ai pas suffisamment imprimé encore pour voir si vraiment j'avais beaucoup de décalage. J'ai même pas fait les VRF encore pour voir à quel voltage sortaient les moteurs, pour éventuellement comparer avec d'autres utilisateurs qui auraient ce problème, pour voir s'il y a un voltage spécifique qui permettrait d'éviter ça. Bon, on verra bien avec le temps ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai que la courroie, c'était un système beaucoup plus simple. C'était même plus logique, et ça aurait même coûté beaucoup moins cher à Creality que de mettre 2 moteurs. Autre point, le capteur inductif. Alors c'est pas ce qui se fait de plus récent, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça reste efficace. Et puis enfin, surtout pour moi le gros point noir pour l'instant, même si la machine justement elle est vouée à ne pas trop évoluer parce qu'elle a déjà tout ce qu'il faut, c'est le firmware qui est toujours bloqué. Alors ça c'est toujours le débat qu'on a avec Creality, c'est-à-dire qu'ils prennent Marlin, qui modifient, ils sont censés accepter les conditions d'utilisation des logiciels open source, c'est-à-dire qu'ils sont normalement contraints de publier leur code source, qu'on puisse le modifier, qu'on puisse le retravailler, qu'on puisse ajouter, changer le capteur par un BL Touch si on a envie. Mais là, on ne peut pas. Là, tout est verrouillé pour l'instant. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, ça changera peut-être. C'est quelque chose d'important pour moi, très très important, dans le sens où accepter que Creality ne partage pas son code source, c'est aussi accepter que l'open source soit constamment piétiné par des industriels qui font de l'argent en exploitant des logiciels qu'ils n'ont pas développés et en ne respectant pas les conditions d'utilisation et de mise à disposition. Donc ce qui peut se passer tout simplement, c'est que demain, voyant ça, il n'y aura plus de Marlin disponible en open source. C'est une éventualité à laquelle on peut éventuellement penser. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longuement sur le sujet, c'est un débat qu'il faut avoir plutôt avec Creality.
Alors dernière petite critique pour cette machine, quand je l'ai reçue, les vis de fixation des platines des tiges trapézoïdales étaient comme ça dans la caisse. C'était pas en sachet. Alors à mon avis, ça a été fixé pour le transport, mais pas trop serré pour pas voiler les tiges. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout tenu. Je pense qu'au bout de 100 km, les vis se sont fait la malle. Et puis, alors il y en a qui les retrouvent, d'autres qui les retrouvent pas. Autre point aussi concernant le quality check, les deux ventilateurs étaient inversés. Alors ça, par contre, c'est assez simple à résoudre. Il n'y a même pas besoin d'aller démonter le boîtier, puisqu'en fait, tout ce qui est électronique, tout ce qui est branchement de la tête, tout est branché ici sur une carte de relais qui ensuite est interfacée pour le connecteur de la nappe IDE ici. Donc il y a juste à intervertir les deux connecteurs qu'il y a là. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont libres ici, ce qui me permet éventuellement de dire qu'on pourra, à condition de débloquer le firmware, éventuellement rajouter un BL Touch. Parce que là, sur le capteur, il n'y a que 3 fils. Sur le BL Touch, il y en a 3 plus 2 ou 4 plus 2, je ne sais plus vraiment. Donc on pourra éventuellement utiliser d'autres pins qui seront relayés dans la nappe là pour les retrouver en bas dans le boîtier. Concernant la qualité des prints, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Là, avec un tout petit réglage du palper, je vais vous montrer un petit peu plus en détail sur les photos. J'ai lancé directement comme ça le modèle qu'il y avait sur la carte SD et qui se trouve être le chien qu'on a depuis la Ender 3, il me semble. Et aucun problème, si ce n'est des réglages, certainement dans Cura, je pense qu'ils utilisent Cura, sur la rétractation en point aléatoire qui fait qu'on a des petites taches un petit peu partout. Mais sinon, globalement, c'est très lisse. C'est très très lisse. Il n'y a aucun problème dessus. Vraiment, ben voilà quoi, d'origine, sans aucun réglage. Ça sort une pièce comme ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Voilà ce que j'avais à dire sur cette CR10S Pro. J'espère que j'ai répondu au maximum de questions que vous vous posiez. Si vous en avez d'autres, ben c'est pas compliqué. Vous nous joignez sur les réseaux sociaux, je vous laisserai un petit lien. On va également publier des vidéos dans les jours qui viennent sous forme de petits tutos. Il y en aura peut-être sur la CR10S Pro. Si vous comptez acheter la machine, je vous laisse aussi un petit lien en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires directement en dessous de la vidéo ou bien à venir nous rejoindre sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!